Donc permettez-moi d'abord de procéder une très brève présentation de M. Mustafa Daïch. Ah ben voilà. S'il vous plaît, mettez-vous le deuxième rang là, il y a de la place au deuxième rang. Donc, M. Mustafa Daïch, c'est avec plaisir et un grand honneur que l'on vous reçoit aujourd'hui au nom de la faculté des sciences économiques de l'Université de Tlemcen d'abord et des chercheurs de mon laboratoire en management des hommes et des organisations. Je vous souhaite la bienvenue. Au sommet d'une carrière riche en expérience, marquée par une triple formation effectuée dans l'illustre université de la Sorbonne, en l'occurrence en sciences politiques, en sciences économiques et en sciences de l'information, il était tout naturel que vous ne vous cantonniez pas dans le même itinéraire. Ainsi, au cours de votre parcours, on vous retrouve aussi bien enseignant universitaire, notamment à Oran, Alger et Paris-Dauphine, au cadre d'entreprise en tant que directeur financier de la Société nationale de pétrole d'Abu Dhabi, président d'ADN ATCO, désolé pour la prononciation, également à Abu Dhabi. Deuxième parcours. Troisième parcours, fonctionnaire international, en tant qu'administrateur de partenariat aux Émirats arabes unis, au Pakistan, au Japon, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Égypte. Enfin, last but not least, comme disent nos amis anglais, en tant qu'avocat, avec 20 ans de barreau à la Cour de Paris. La conférence que vous donnez aujourd'hui aux doctorants et chercheurs du laboratoire et de la faculté est en continuité en fait d'un autre riche parcours de conférencier celui-ci, qui vous a mené à Harvard aux États-Unis, à Berlin, à Tokyo, à Paris. J'atteste également, ayant présidé une de vos séances ici à Tlemcen, j'atteste également que la ville de Tlemcen a eu à maintes reprises le privilège d'abriter vos conférences. Avant de vous donner la parole, permettez-moi, de remercier l'auditoire pour avoir répondu à notre appel, et notamment les chercheurs et doctorants des laboratoires Larmont et Tourba. Merci également à Haj Barli, qui est l'instigateur de cette rencontre, qui était fortuite. C'est lors d'une rencontre dans une des librairies de la ville de Tlemcen, en l'occurrence la librairie Al-Lili, que tout s'est noué. Merci également à nos invités. Aujourd'hui, c'est donc avec le chapeau de l'économiste, mais certainement sans se départir des autres chapeaux, des sciences politiques, des sciences de l'information, que vous allez nous présenter une conférence intitulée « Quelle économie de l'Algérie de demain ?» Donc, à vous la parole, Sidaïch. Et encore une fois, merci de votre présence parmi nous. Je vous remercie. Réellement, je suis très fier et très ému de prendre la parole. Devant vous, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On m'a demandé d'être un petit peu bref. Je vais essayer de parler pendant une vingtaine de minutes, et puis après nous allons ouvrir un débat qui je l'espère, et je n'ai aucun doute, j'ai la certitude qu'il sera très riche. Je dois vous dire, par expérience, mes conférences, l'auditoire, j'ai constaté qu'il est divisé en trois groupes. Il y a un groupe un certain nombre de personnes qui vont m'en vouloir toute leur vie. Qu'est-ce qu'il est venu nous raconter? On est si bien... bien assis dans nos certitudes. Et puis ce monsieur-là que nous connaissons ni d'Ève ni d'Adam, qui vient nous perturber dans nos certitudes. Ça, c'est un groupe. J'espère qu'il sera très minime. Le deuxième groupe sera celui des, je dirais, ceux qui
qui ont des évidences. Ce que je vais vous raconter, ce que je vous raconte, mais on le sait depuis très très longtemps. Troisième groupe, et ça c'est une promesse de ma part, ce seront les gens qui vont réellement s'épanouir, qui vont s'ouvrir et qui à la limite, et pas la limite, qui vont être plus intelligents. Voilà mes promesses, voilà le contrat qui vont nous lier. Et à vous, bien entendu, de choisir le groupe dans lequel vous vous sentez confortable. Pour parler donc de l'économie, de l'avenir, du devenir de l'économie algérienne, si vous permettez, pendant les 20 minutes, je vais diviser mon exposé en deux parties. D'une manière tout à fait classique, qui vous est probablement familière. Dans un premier temps, je vais essayer d'établir un bilan rapide et bien entendu un bilan polémique, vous y attendez, et une deuxième partie, je vais vous dire un petit peu quels sont les éléments qui vont nous permettre et qui vont peut-être permettre aux décideurs, aux politiques et aux économistes, bien entendu, d'avoir une autre vision de la situation aujourd'hui et bien entendu pour préparer la situation de l'avenir. Première partie, c'est la partie, je dirais, historique. Le privilège de l'âge, ça va se voir physiquement, c'est que j'étais impliqué depuis l'indépendance de l'Algérie, j'étais impliqué de près ou de loin dans ce qui se passait en Algérie. Et pour la clarté de l'exposé, je divise ce bilan en trois parties. Je dirais que la première partie, c'est celle qui nous mène de 62 à 71, la seconde de 71 à 79, et la troisième de 79 à nos jours. La première partie, 62-71, je peux la qualifier. Et comme d'habitude, je n'ai pas préparé cette conférence, mais je la prépare tout le temps. Elle est dans mon esprit et dans mon cœur. De 62 à 71, vous connaissez, peut-être pas physiquement, mais par vos lectures, par vos intérêts, par vos travaux, vous connaissez la situation qui était celle de l'économie algérienne de 62 à 71. Deux ou trois mots pour la qualifier. À l'époque, j'étais assistant à la faculté de sciences, à la faculté d'Alger, venant de France. Le chef de l'État à l'époque nous a demandé de venir parce que l'université algérienne était réellement dans un état déplorable. Nous avons, un certain nombre de personnes, nous avons abandonné nos situations, pas désagréables du tout, et nous sommes arrivés en Algérie. Qu'est-ce que j'ai trouvé à Alger, à l'époque? Et c'est très très important, parce que le bilan que je vais établir en votre présence, c'est un bilan qui ne cesse de marquer. Il a les conséquences que nous vivons aujourd'hui en Algérie. Je trouve leur source au minimum dans les années 62, c'est-à-dire à l'indépendance. Je trouve un département de l'économie dans un état, comme l'économie algérienne d'une manière générale, dans un état lamentable.
Et réellement, j'avais l'impression, j'ai vécu cette période, qu'il y avait un partage de butin. Un partage de butin. Et c'est ainsi que l'économie algérienne, je ne parle pas de la politique, où il était question de discorde, etc. Là aussi, par vos connaissances, par vos lectures, etc., vous pouvez imaginer dans quel état la politique algérienne se trouvait à l'époque. Mais ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement ce qui vous intéresse aussi, vous êtes là pour ça, c'est que vous êtes intéressé par la situation économique. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a eu et d'une manière générale, et malheureusement je crois que ça continue, c'est qu'il y a une mal-donne ou une incompréhension dans les relations entre le politique et l'économique. À l'époque, il était de bon sens populaire, des gens qui réfléchissaient nous disaient « Ah, nous avons besoin d'économistes ». Et déjà à l'époque, je leur disais « Non, nous n'avons pas besoin d'économistes. De toute urgence, voilà la réponse que le politique devrait, enfin que l'économiste devrait poser. La question qu'il devrait poser aux politiques, faites-nous de la bonne politique, nous vous ferons de la bonne économie. Elle dit, ça c'est basique. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, s'il y a une chose qu'il faut retenir de mon exposé, c'est bien cette idée-là. Il y a le politique et il y a l'économie. L'économie est au service d'une politique. De la même façon que la technique est au service de l'économie qui elle-même est au service du politique. C'est ce que j'appelle, et j'appelais depuis très très longtemps, la hiérarchie. Nous avons le politique, nous avons l'économique, et enfin, nous avons le technique. Et vous allez voir comment on va développer ça. Donc, la politique. Il faut absolument que la politique nous donne du sens. Il faut que le politique nous donne des valeurs. Il faut que le politique nous détermine où est-ce qu'on va. Et auquel cas, si le politique est vraiment solide et conscient des problèmes, il doit nous dire quel est le rôle du politique en définitive. Un chef d'État, quel est son rôle? Le chef d'État, son rôle, c'est de nous dire quelles sont, par exemple pour l'Algérie, quelles seront les caractéristiques de l'Algérie dans 20 ans, dans 50 ans. C'est ça le rôle du politique, c'est-à-dire donner du sens. L'économiste, eh bien lui, au vu du sens donné par le politique, eh bien il va s'intégrer par son intelligence, par son savoir-faire. Donc, on arrive à Alger, et le politique était dans l'état que vous savez, je viens de laisser supposer, et les économistes, alors, il y avait 4 écoles à l'époque en économie. Il y avait l'école que j'appellerais l'école populiste, représentée par un professeur qui s'appelle Jacques Pereda. Première école. La deuxième école, c'est celle d'un Yougoslave de la 4e internationale, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, à savoir l'autogestionnaire. Nous avons donc le populiste, l'autogestionnaire. Le troisième, c'est le néolibéral, en la personne de André Tiano. Et toutes ces personnes-là, j'étais leur assistant. Alors, on regarde. André Tiano, professeur venant de Rabat, un néolibéral, et amenant avec lui toute son équipe qui était au Maroc dans le plan marocain. Donc, je peux citer un certain nombre de personnes. Par exemple, Mahroug, ça vous dit quelque chose, certains le disent. Mahroug, c'est le spécialiste de la finance. Donc, mesdames, vous aviez un collègue qui n'est plus de ce monde, mais enfin qui a sévi en Algérie, Mahroug et compagnie.
je crois qu'il est intéressant de dire en ce qui concerne l'autogestionnaire, eh bien, il avait la main mise sur l'agriculture, avec notre ministre à l'époque qui s'appelait Abba Ouzgan. Donc, populisme, autogestion, libéralisme, et il y a eu une quatrième, il y a eu d'autres, mais ça ce sont les principales écoles en économie politique. Il y a eu M. Destal de Bernis. Vous avez probablement lu ses ouvrages. Il a réellement déterminé l'avenir de l'Algérie. Aujourd'hui, nous vivons avec les influences de ces quatre écoles. Qu'est-ce qu'il a apporté, M. Destin de Bernis? Et M. Destin fut mon ami, mon professeur, etc. Vraiment, nous avions... Et toutes ces personnes-là, je les ai connues, j'ai dialogué avec eux. Par conséquent, je savais leur intimité, leur tréfonds, je savais ce qu'ils pensaient. Donc, nous arrivons à 71, avec les effets de toutes ces écoles. 71, qu'est-ce qui s'est passé? En 71, nationalisation du pétrole, 71. Et là, c'est l'équipe de Destal de Bernis, l'industrie industrialisante, qui a gagné. Nous sommes en deuxième partie. 71, l'industrie industrialisante est vainqueur, elle a la victoire. Quelles étaient les caractéristiques de cette période? Nous sommes 71 jusqu'à la mort de Boumediene, 79. Monsieur Destin de Bernis a réellement la maîtrise, il a la maîtrise de l'économie algérienne à travers, bien entendu, un certain nombre d'Algériens, dont le Premier ministre Abdeslam, dont le ministre de l'Énergie Rosali, etc. Nous sommes. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Je dis, moi, à cette époque, enfin cette période-là, je qualifierais de la victoire des technocrates. Pour moi, on discutera, si vous me permettez, tout à l'heure, de ces termes que j'utilise, mais réellement, avec le recul, je dis que réellement, il y a eu la victoire des technocrates, c'est-à-dire la formation des différentes entreprises nationalisées. Pour certains, ils s'en souviennent, le Sonarem, Sonatrach, Sonatiba, Sona, je ne sais plus, etc., la SNC. Pourquoi? Parce que ces technocrates répondaient à la mentalité et puis à la politique économique de M. Destin de Bernis, et tout ça, ce sont de pures représentants de la politique, de l'économie, donc de l'industrie industrialisante. Effectivement, il y a eu beaucoup de technocrates, c'est-à-dire de managers, etc., qui ont été formés à l'époque. Mais avec cette idée-là, il y a eu, la première époque, il n'y avait pas de politique, la première période dont je vous parlais, c'était l'incertitude politique. La deuxième époque, c'était l'autoritarisme politique. Et toute cette idée-là, je ne porte aucun, je vous dis vraiment objectivement, dans la mesure du possible, je vous dis exactement quels étaient mes ressentis et quelles étaient les conclusions que je tirais de cette situation. Donc, nous sommes passés du Fdeuch, et puis on est passé maintenant avec l'autoritarisme technocratique. Alors, bien entendu, la formation des élites, la responsabilité des élites en tant que technocrates, et pour certains, jusqu'à maintenant, ils vivent encore. Et les économistes également, il y a eu un certain nombre d'économistes qui ont été formés à l'époque et qui continuaient à avoir une certaine influence par leurs travaux, et puis par les élèves, les étudiants qu'ils ont formés. Troisième époque, troisième période, alors là nous avons vraiment la période 79 à nos jours. Quelles sont ses caractéristiques? Là on a demandé, après une période autoritaire, pas trop tout de même, même notre autoritarisme est un petit peu sous les bords. Alors, après cette période-là, il y a eu donc les gens, ils
ils avaient soif, ils avaient faim, ils avaient réellement, il n'y avait aucune production, il y avait une demande, il y avait une demande de biens de consommation, voyez-vous. Et donc, avec la politique à partir de 1980, eh bien, il y a eu une période de réellement de laisser aller, laisser faire, ouverture des frontières, amener à tel point que j'appelle cette période-là maintenant d'une manière un petit peu péjorative, c'est la période import-import. C'est la période corruption et c'est la période inflation. Hein, vous voyez, je crois qu'il y a enfin ces trois qualificatifs conviennent tout à fait à la période qui a démarré en 1980 et qui continue aujourd'hui. Voilà ma première partie. Elle est brève, mais je crois que suffisamment pour vous montrer dans quel état l'économie algérienne s'est trouvée et se trouve et risque de se trouver le cas échéant. Et je le regrette. Voilà, première partie. Deuxième partie. Maintenant, et je pense que c'est là où vous m'attendez, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas devenu auteur de l'histoire. Laissons ceci pour les historiens, ils savent bien y faire. Hein. Bien. D'accord. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que... Nous sommes rentrés aujourd'hui de l'Algérie, et ce n'est pas original, hein, l'Algérie, elle est ouverte à tous les vents de la mondialisation. L'Algérie ne peut pas rester enfermée dans ses... Donc, réellement, les politiques auxquels je m'adresse, les économistes auxquels je m'adresse, eh bien, devraient changer complètement de vision de l'économie et de la politique. Je vous dis quelque chose d'un peu intime, mais je crois que c'est indispensable. Je dis dans des conférences, je suis devenu mature le jour où j'ai compris que je ne peux pas changer le monde. Vous savez, lorsqu'on est adolescent, eh bien, on est là prêt à casser. Vraiment, nous sommes pleins de dynamisme, de motivation, etc. Non, mon expérience, mes études, mes responsabilités m'ont montré que réellement, comme disait Tlemcen, et ça, c'est vraiment la maturité. Mais, si je ne peux pas changer le monde, je vais tenter, mais c'est très difficile. Ce qu'on dit le djihad akbar. C'est vraiment, c'est essayer, et c'est là, je vais prononcer la phrase fondamentale de mon exposé, je vais essayer de changer ma représentation du monde. Je vais essayer de changer ma représentation du monde, et c'est à quoi je vous invite. C'est-à-dire à changer votre représentation du monde. Et l'Algérie de demain, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, ne peut, sa situation ne peut changer que dans la mesure où les économistes, les décideurs, les politiques seront prêts à changer leur vision du monde. Si ils continuent, c'est une grave responsabilité qui leur incombe. S'ils continuent à penser de la même façon qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, eh bien l'Algérie ne sortira pas de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Bien au contraire, elle va s'enfoncer de plus en plus. Comme disait un humoriste, on atteint le fond, mais on continue tout de même à creuser. Alors, arrêtons de creuser et essayons de voir un petit peu quels sont les éléments qui vont nous permettre justement de sortir de cette ornière, de ce bourbier, pour ne pas dire autre chose, n'est-ce pas?
mais dans une situation mondialisée, dans une situation où les problèmes écologiques sont là, comme je vous dis, vous connaissez tous ces problèmes de l'écologie, à savoir le réchauffement de la Terre, du climat, avec une démographie galopante. L'Algérie d'aujourd'hui, en 2015, on dit qu'il y a 38 ou 40 millions d'habitants. Mais dans 50 ans, c'est-à-dire demain, moi j'ai vécu 50 ans en arrière. Je peux vous dire que demain, 50 ans c'est demain. Eh bien on sera peut-être, je ne sais pas, 45 millions au minimum. 45 millions au minimum. Par conséquent, il va falloir tout de même, et puis il va y avoir certainement non seulement un manque d'emploi, donc accès du chômage, mais également des problèmes de maladie, des problèmes de longévité que les pays occidentaux se trouvent aujourd'hui. À savoir, vous savez, la longévité pose des problèmes, tous les problèmes de gériatrie, etc. Ce qui fait que nos amis, enfin nos frères médecins doivent, je l'ai dit ailleurs, doivent réfléchir à une autre façon de concevoir la médecine de demain. Donc, changer également la façon de penser. Donc, réchauffement de la terre, déforestation, désertification, vous connaissez tout ça. Nos ressources fossiles vont au fur et à mesure, elles vont disparaître. Et puis, il y a un problème fondamental qui n'est pas encore pris à corps le bras, c'est le problème de l'eau. Par conséquent, tous ces problèmes, et il incombe aux économistes de conseiller le politique pour comment faire face assez réellement à cette tragédie qui va arriver et qui est déjà là. Alors, c'est là où je vous demande vraiment beaucoup d'attention. Je suis très content et très agréablement surpris que la majorité de l'auditoire soit féminine. Pourquoi? Parce que ce que je vais dire, subhanallah, et par expérience, autant les femmes, l'élément féminin, acceptent d'une manière absolument extraordinaire ce que je vais raconter, autant l'élément masculin a quelques difficultés à bouger. Mais réellement, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être probablement vous allez savoir pourquoi. Alors, première affirmation. Nous avons dit que je ne peux pas changer le monde, mais avec gros efforts, je vais essayer de changer la représentation du monde. Ma représentation du monde. Je peux, avec difficulté, et moi j'y contribue avec vous là, à changer un petit peu en tous les cas, même si je n'ai pas de baguette magique. Mais je vais vous dire ce que je vais dire, s'il vous plaît, retenez-le. Quelquefois, il va vous heurter. Vous allez vous sentir agressé par ce que je dis. Mais s'il vous plaît, même, ne m'en voulez pas. Essayez de comprendre ce que je vais vous dire. Essayez de dialoguer les éléments que je vais mettre à votre disposition. Essayez de les comprendre. Et puis, les intégrer, les assimiler, et puis, le cas échéant, à les transmettre à d'autres. Alors, comment arriver à changer notre représentation du monde? Alors, changement de la représentation du monde, la première prémisse, c'est-à-dire, comme disent aujourd'hui les logiciens, le premier paradigme, c'est que la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est?
C'est-à-dire que mon langage, mon discours, les mots que je prononce n'ont rien à voir avec le réel. Je ne vous dis pas le réel. Je vous dis ma façon de penser le réel. C'est de mon réel que je vous parle. Alors, de la même façon, sachez que vos travaux de recherche, vos thèses de doctorat, etc., vos articles, votre façon de penser l'histoire, etc., eh bien, ces façons de concevoir tout cela, eh bien, ça vous appartient. Parce que un journaliste, lorsqu'il écrit un article, et ce journaliste est la corporation des journalistes qui vous disent « Monsieur, moi je suis, ou madame, moi je suis objectif », vous avez le droit et le devoir de lui dire « Monsieur, l'objectivité n'est pas de ce monde ». L'article est toujours signé. Il y a le cartographe, c'est-à-dire celui qui rédige l'article, est dans l'article. Celui qui signe le cartographe est dans la carte. Il y est. Et puis aujourd'hui, vous savez qu'en matière de, en matière de physique quantique, on dit que l'observateur transforme l'objet transformé, l'objet observé. Ça, c'est fondamental. L'observateur, et réellement, c'est lui qui donne la teinture, c'est lui qui donne les qualités de la chose observée. Alors, par conséquent, il va falloir tout de même que nous prenions garde de manière à ce que nous soyons modestes, et nous n'aurons jamais la prétention de croire que nous donnons la vérité, mais humblement, modestement, vraiment avec beaucoup peu d'arrogance, si vous voulez, dire vraiment, voilà, ma façon de voir le monde. Et c'est très important, même dans la numéro 1, la combine ou c'est formidable, ça, qu'on le prenne en considération. Vous avez votre façon de voir les choses, et j'ai la mienne, Et qu'est-ce que ça veut dire, ceci, hein? Vous avez votre façon de voir le monde, et j'ai la mienne. Ça veut dire que ça appelle au dialogue. Vous n'avez pas la vérité, je n'ai pas la vérité. Eh bien, nous allons mettre en commun, on va essayer de se mettre d'accord de manière à produire un projet. Vous comprenez très bien que je reviens à nos technocrates de tout à l'heure, eh bien, ils étaient dans l'erreur et nous sommes en train de subir les conséquences de leur pensée, n'est-ce pas, aujourd'hui? Donc, la carte, qu'est-ce que c'est que la carte? Il va falloir tout de même le mot, même cette idée-là de la carte n'est pas le territoire. À elle seule, j'ai fait beaucoup de conférences avec cette phrase seulement. Nous suffit pour voir la carte ici. La carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. Je répète, la carte n'est pas le territoire. La carte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la synthèse. On peut dire aussi, le mot n'est pas la chose. Le mot n'est pas la chose. Hein? Le mot chien n'aboie pas. Le mot pain ne se mange pas. Voyez-vous un petit peu ça, hein? Le chien, bon, mais il n'aboie pas, vous ne l'entendez pas. Le mot pain ne se mange pas. C'est ça, le mot n'est pas la chose. Mais le mot est dans nos têtes. Et le mot pain n'a pas le même sens pour chacun d'entre nous. Le mot n'a pas le même sens pour chacun d'entre nous. Et par conséquent, vous le développez parce que le temps passe. En économie, c'est exactement la même chose. Le mot capitalisme n'a pas le même sens pour chacun d'entre nous. Le mot libéralisme n'a pas le même sens pour chacun d'entre nous. Le mot de la technocratie n'a pas le même sens que pour tout le monde.
Le mot du développement économique n'a pas le même sens pour tout le monde. Par conséquent, je vous invite, si vous voulez, à avoir cette auto-réflexivité. Auto-réflexivité, c'est-à-dire il faut que vous allez à l'intérieur de vous-même pour être au clair avec les différents mots et les différents concepts que vous utilisez. Il faut être au clair avec vous-même. Au clair avec vous-même. Mais lorsque vous dites quelque chose, n'oubliez pas que c'est vous qui dites cette chose-là. Et les autres ont la liberté d'être avec vous et la liberté d'être contre vous, de ne pas partager le même sens des mots. Ça, c'est très important. C'est très important. Réellement, il va falloir, lorsqu'on commence à dialoguer, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan géostratégique, etc., il faudrait d'abord et avant tout se mettre d'accord quant aux mots que vous utilisez et que nous utilisons. Parce que réellement, tant que les mots ne sont pas clairs pour l'un et pour l'autre, eh bien, il ne peut y avoir que des conflits, des combats et des malentendus. C'est-à-dire que nous n'entendons pas les mêmes choses. Je suis en train de parler, mis à part ma subjectivité que vous comprenez maintenant, chacun d'entre vous prend des notes selon ses propres intérêts, selon sa formation, selon ses projets d'avenir, selon sa personnalité, selon l'état psychologique dans lequel il se trouve ou elle se trouve maintenant. Selon que la nuit fut agréable ou désagréable, selon qu'il a été pressé, etc., il a sa façon de dire et de comprendre mon message selon toutes ces informations. Et par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est une invitation au dialogue et une invitation à la tolérance et une invitation à ce qu'on dit la laïcité, etc. Donc, étant donné qu'on prend conscience que les mots que nous utilisons n'ont pas le même sens, eh bien ceci constitue la première étape fondamentale qui devrait présider à l'économie de l'Algérie de demain, à savoir à ceux qui réfléchissent, à ceux qui pensent à l'économie de demain. 20 minutes, peut-être? Non, vous pouvez donc, si vous voulez continuer, vous pouvez le faire. Donc, une dizaine de minutes. Alors, toujours, donc, fermons bien, hein, la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. Elle dit, c'est fondamental dans ma pensée. Hein. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle. Hein. Alors,